Alors, bonjour à tous en ce matin des fêtes du patrimoine. Pour essayer d'être assez simple, je vous explique le principe de la journée. Toute la semaine pour le patrimoine, vous avez une exposition qui est près de l'église avec des artistes, des sculptures, des peintures. Je vous invite à le voir. Également, il y a la visite de l'église tout à l'heure. Quant à nous, Blues en Scène, on a décidé de célébrer un peu l'histoire de la commune de Guignes en faisant 3 scénettes racontant 3 parties de notre histoire et de notre patrimoine. Ici, l'origine sur Vitry. Oh, mais non, mais c'est pas vrai, c'est fou. On jouera par la suite au Belvédère sur la Révolution française à 11 h. Et à midi, vous aurez l'occasion de voir Napoléon à cheval, directement évidemment à côté du Sainte-Barbe ou proche de la mairie. Là, vous avez tous les comédiens, ce sont des enfants qui vont parler très fort. On est d'accord que si une voiture passe, un gros camion, une moto qui s'arrête, on arrête de parler comme on a l'habitude de le faire, comme quand les avions sont passés, qu'en fait ils ne sont jamais passés. Ok, bonjour. On va attaquer, vous êtes prêts? Allez, je lance d'abord la narration. Tout commence pour Guignes par le château fort de Vitry bâti au XIIe siècle sur l'emplacement de la villa du gallo-romain Victorius. Ave, braves gens, Victorius, c'est moi. Je m'en vais saluer le passage de la Légion sur cette voie romaine. Oui, bah stop. La voie romaine allait de Melun à Rozay. On sait tout ça. Hein. Non mais attendez, c'est important. Il y a ici une source dont l'on rafraîchira pendant des siècles tous les visiteurs de passage. Ceux qui vont à Rome. Oui, on a compris, Victorius. On a compris. Hein. Guignes a toujours été à la croisée de l'axe Melun-Meaux et de la route allant de Paris en Champagne. C'est un carrefour très ancien, il est vrai, mais de l'époque romaine, on n'a pas plus de précision, Victorius. Ah bah c'est sympa. Je rappelle juste que nous avons retrouvé des tuiles gallo-romaines et que par conséquent... Je suis désolé, Victorius, hein, mais on va faire un bond dans le temps, voilà. Hein. Allez, à plus tard. Qui sait si un jour on fait des fouilles romaines, on verra bien. Je me plaindrai à César. Il faut nous rendre en l'an de grâce 1384 pour trouver l'appellation ancienne de Guignes. Ce charmant bourg eut aussi très vite le nom de Guignes-Putain. Guignes-la-Putain, puis Guignes-en-Brie, Guignes-Rabutin, Guignes-Libre et à nouveau Rabutin pour enfin arriver au simple et actuel Guignes. Tout démarre au château de Vitry, à cette époque trouble, où les envahisseurs arrivent de toutes parts. Je vous présente les locataires du château. Marion, vous pouvez saluer Marion. Et Guillaume. Avancez un petit peu vos tabourets, jeunes gens. C'est parti. Mon Dieu, Guillaume, ils arrivent, que faisons-nous? C'est qui cette fois-ci? L'année dernière, c'était des Allemands. Le mois dernier, c'était Charles le Mauvais, roi de Navarre. J'en peux plus, moi. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Ils sont armés jusqu'au dos, c'est tout ce que je vois. Montmorency n'est pas là. Nous, on doit gérer les hameaux. Résister serait inutile, Marion. Les bourgeois qui se sont opposés ont tout été rasés. Bon, on fait copain. Bon, on se couche quoi? Bon, d'accord, on mérite bien notre surnom de Guignes, putain. Enfin, si je comprends bien. Ah, ça va. Les récoltes, les paysans sont à l'abri. Les récoltes sont sauvées. Laisse-moi faire. Salut! You beast. Hello! We need bread, meat, fire and bad for this time. Ah, ceux-là ne sont pas allemands, mais anglais. You are? English, yes. Ah, je me disais aussi. Je comprenais rien. Oh, you can vous servir. All you are besoin. We are friends. Love English love. Thank you. Assez agressif ces Anglais. Hein. On verra bien à la fin de la Coupe du Monde. 1 an plus tard, devenu hameau de Vitry, les habitants firent valoir leur réputation de peu de résistance. Diable, notre arrive! Hello, you are? Charles VI, je pourchasse les British.
ils sont passés par là. Vive le roi de France! Et voici encore une autre visite. Nous sommes l'armée des Armagnacs. Ah, mais c'est très bien. Passez, venez boire un verre, hein, ma douce. Bon, d'accord, je remets le couvert. Encore un peu plus tard. Vous êtes de cette noble famille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, en guerre contre les Armagnacs. Les Armagnacs, on n'a jamais pu encaisser sur ces gens-là. Hein, ma douce? Pensez donc des malotrus, là. Sinon, vous restez dîner? C'est pas vos. On peut les applaudir. Et c'est ainsi que Guigne la putain prospéra, sans jamais résister à un ennemi si changeant et terriblement décidé à raser tout ce qui lui résistait. La bourgade de Guigne trouva ainsi sa place à la croisée des routes du nord au sud et d'est en ouest, laissant croître le château de Vitry qui dépendait de Coubert, et fut en 1570 la propriété de François de l'Hospital, dont le petit-fils Nicolas fut nommé marquis de Vitry. Je suis Nicolas de l'Hospital, capitaine des gardes du roi Louis XIII. Ça vous pose un problème? Du calme, l'Hospital. Oui, damoiseau, oui, damoiselle. En cet an béni 1617, inclinez-vous devant sa majesté, votre roi. Allez! Calmez-vous, mon ami. Approchez. Oui, sire. Doucement, doucement. Alors voilà, j'ai un petit souci avec Consigny. Vous savez, le confident de Marie de Médicis. Je m'en occupe, n'ayez crainte. Bien, bien. Mais vous voyez ça comment? Et l'Hospital envoya à Patresse le baron italien. Le pistolet, c'est radical. Il reçut en gratitude le titre de maréchal et celui de gouverneur de la Bastille. Nicolas, les calvinistes me gênent un peu ces temps-ci. Je m'en occupe. Pan, pan. Avec moi, on va vite à l'hôpital. Riez, c'est un ordre. Il y a des désordres en Provence. Ok, pan, pan. Bon, ça suffit. Je n'ai plus besoin de vous. Vous irez dormir à la Bastille. Mais si. Et c'est ainsi qu'un peu plus tard, le bouillonnant Nicolas de l'Hospital, après un séjour à la Bastille, mais comme prisonnier cette fois-ci, finit ses jours dans son château de Nandy en 1643, laissant son fils vendre le domaine de Vitry au prestigieux général, le maréchal de Schönberg. Ah, j'ai fait pour la couronne de France toutes les guerres d'Espagne au Luxembourg. Et je suis très bien dans mon château de Vitry. Même si avec toutes ces missions, je n'y suis pas souvent. On dit que vous aimez la guerre. Yeah, j'ai prêté allégeance au roi de Suède, de France, d'Angleterre, du Portugal et des Provinces-Unies. Ah oui, quand même. Mais vous n'êtes pas protestant, non? Parfaitement. Ah, alors, on est en 1685. On vient de révoquer l'édit de Nantes, donc à votre place... Yeah, j'ai compris. Je fais mes valises. Auf Wiedersehen. Et c'est alors que le domaine est chute à un des hommes les plus riches du royaume, Samuel Bernard. Chut, doucement, doucement. Restons modestes. Je suis riche, et alors? J'ai commencé drapier et je suis à ce jour le plus célèbre des banquiers du royaume. Enfin, vous avez mis du temps quand même. Je suis navigué, moi, monsieur. Je n'ai pas fini comme Nicolas Fouquet. Louis XIV a eu besoin de moi pour renflouer l'État. J'ai créé des compagnies, racheté des dettes, recouvert des impôts, et j'ai même fourni des armées. Si bien qu'en 1725, Louis XV m'a fait comte de Coubert. Et j'aime venir ici, me détendre, en mon château de Vitry, à Guigne-la-Putain. Vous avez des projets sinon? Plein. J'ai déjà fait édifier des moulins à la pierre blanche, à Gratteloup, aux rues d'Avron et aux rues de Sainte-Anne. Pour les dédicacer les portraits, je suis disponible juste après si vous le voulez. Mon ami Meunier, venez, dites ce que vous pensez de moi. Bonjour, on est tous contents ici du pont de Coubert. Pour la Sabine Sainte-Anne, ça commence à faire petit. Les processions s'allongent. Oui, j'y songe. Voyez ça avec mon fils. Il a des projets pour l'emplacement d'une église à bâtir sur le village. Allez, mon brave, retournez au four et au moulin.
Les paysans sont increvables. C'est là, oui. Le bourg semble se développer de plus en plus. Je crois qu'on compte plusieurs auberges, me semble-t-il, non? La construction du grand chemin de Champagne nous a fait faire des travaux au centre de la ville. Tout le monde y passe et s'y arrête. 9 auberges ont pignon sur rue. Les Trois Rois, le Sainte-Barbe, le Grand Louis, Le Dauphin, le Lion d'Or, l'écu de France et... l'auberge Saint-Christophe, bien entendu. Il paraît que dans la rue des Trois Rois, on y est accueilli avec grand soin et pas toutes sortes de plaisirs. La chair, la bonne chair, est toujours appréciée ici. Ah, Guigne la putain. Guigne-en-Brie. Même si Voltaire et Madame de Sévigné font état de notre commune, Guigne la putain. Avec respect et délicatesse. Oui, oui, respect, délicatesse, comme tous les conducteurs de diligence qui cherchent le repos et la détente auprès des chambrières pour une nuit de passage, on aura compris. Oui, bon, reparlons plutôt de nos projets d'église. Très bien, mais c'est pas l'heure de mourir là, on est déjà en 1739. Oups! Pardon, je meurs riche, mais je vous fais mes adieux. Samuel Jacques, t'attends! Alors bonjour, vous êtes? Samuel Jacques Bernard, le nouveau comte de Coubert. Comme je vais mourir en 1754, on va faire vite si ça ne me dérange pas. Non, non, allez-y, allez-y. Voilà, en 1744, j'ai fait don à la nouvelle paroisse de Guigne du Clos Saint-Christophe et d'une partie du Clos du Cygne pour y bâtir notre église, le presbytère et le cimetière. J'ai tout payé et puis je suis comme ça. Yable était devenu trop petit. Je tiens tout de même à remercier l'abbé Lesourd, les citoyens Josson, Marsat, Fontaine, Rocher, Julien, sans qui rien n'aurait été possible. Cette victoire est aussi votre victoire. Ok, ok, ok. Et le nom de Guigne Rabutin alors La Pompadour et le grand Louis XV de passage ici se sont bossés notre sobriquet. Guigne la putain, Guigne la catin. Si bien qu'un jour je me suis souvenu de cette anecdote en 1688. Le comte de Bussy Rabutin. À l'époque de votre père alors? Oui papa, reviens, on a besoin de toi. C'est à l'époque du père quoi. Ah, le voici le comte. Bonjour, je suis le comte Roger de Bussy-Rabutin, lieutenant général des armées de Louis XIV, et je viens de casser une roue de mon carrosse dans ce fief appartenant à mon ami Samuel Bernard. Ah, Roger, que fais-tu là? Un problème de bagnole, c'est rien. Dis donc, tu viens plus beaucoup aux soirées? Non, j'ai pas mal d'affaires en cours à traiter. Et de toute façon, c'est plus comme avant, j'ai pris de l'âge. Ah, au fait, le roi vient de lever ma disgrâce. Je vais pouvoir me retirer tranquille. Ah, super, je suis très content pour toi. Mais dis-moi, tu écris toujours? Et tu as des nouvelles de ta cousine? Madame de Sévigné se porte encore comme un charme. Et oui, nous philosophons. Et j'applique ma plume sur des dissertations de l'amour et du libertinage. Alors comme ça, fini la débauche. Vraiment? Oui, enfin, presque. C'est elle qui m'a conseillé de m'arrêter à Guigne la putain. D'ailleurs, Roger, j'aurais quelque chose à te demander. Guigne la putain, ça nous a bien fait rire, c'est vrai, mais... Je crois que tes arquebusiers et tes archers en sont même fiers, non? Oui, nous verrons ça plus tard. Mais est-ce que ça te dérangerait si nous changions le nom de Guigne la putain en celui de Guigne Rabutin, mon ami? Ce serait un honneur pour moi. Mais étant donné ma réputation sulfureuse, je te conseille d'attendre un tantinet avant de prendre cette nouvelle appellation. D'accord, merci Roger. En attendant la réparation de ton carrosse, tu restes pour le tournoi de tir à l'arc? Très bien, je fais un tour par la rue des Trois Rois et j'arrive. Simple curiosité. Voici venir à vous, gente publique, les archers de la compagnie de Guigne la putain. Vous pouvez les applaudir. Rejoignez-nous sur le terrain et admirez le prestige du concours. Il oppose les chats de Meaux, les queues de faux de Brie Bien archer, vous salue. et Guigne et sa putain. N'allez pas vous effaroucher et gardez-vous de vous fâcher de ce dicton si malhonnête. Mesdames, nous lèverions bientôt la crête s'il s'agissait de votre honneur. Que le spectacle commence!
Et c'est ainsi que Guigne, devenu Guigne-Rabutin en 1771, continua son petit bonhomme de chemin. Le fils de Samuel Jacques Bernard, Samuel Jacques Entré, mon ami, dilapida une partie de la fortune et en 1790, poussé par la Révolution française, dut émigrer à l'étranger. Sa famille engendra bien des descendants, jusqu'à Céleste Marie de Coubert, ancêtre de Bernadette Chirac. Rentrez tous les comédiens pour un salut. On se tire par la main, on lève les bras. 1, 2 et salut. Les suites des festivités. Cette scénette sera donc rejouée à 14 h tout à l'heure au même endroit, avec les mêmes comédiens. Et donc à partir de maintenant, vous avez plein de possibilités. Vous avez l'église, vous avez l'exposition, vous avez à 11 h le belvédère, l'histoire de la Révolution française autour de Laurent Lecointre, et vous avez pour toute une partie de la journée, et je les remercie encore une fois, démonstration, initiation, tir à l'arc avec nos 3 compagnies. Merci encore à vous. Bravo. Vous pouvez rejoindre votre public, vous pouvez faire des autographes, Samuel. Alors je vous rappelle pour ceux qui étaient avec nous tout à l'heure que durant toute la journée du patrimoine, vous avez la possibilité d'assister à 3 représentations qui vont être jouées 2 fois dans la journée, 3 représentations le matin, une qui a eu lieu à Vitry qui racontait l'histoire de la ville, que vous retrouverez à 14 h. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre commune sous la Révolution française au travers du personnage de Laurent Lecointre, qui était un député conventionnel et qui a siégé ici, sa draperie notamment, mais vous allez pouvoir avoir toute l'histoire. Et cette histoire ici, vous pouvez faire du bruit puisqu'on la rejouera tout à l'heure à 15 h. Et à midi, tout comme à 16 h, vous aurez le plaisir de voir Napoléon arriver à cheval près de la place de l'église où nous jouerons. Les fêtes du patrimoine, ce n'est pas que ça, ce n'est pas les scénettes présentées par le Blues en scène, c'est également la visite de l'église, c'est également le lavoir qui est ouvert, et c'est une exposition aussi de peinture, de sculpture, qui est faite aussi, Manuel, redites-moi l'endroit exactement, ça s'appelle la salle d'exposition Place de l'Icadas. Voilà. Si jamais l'histoire vous a plu, ces petits livres-là sont en vente là-bas. Voilà, je vous le dis comme ça. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc ces scénettes sont jouées par des enfants, vous voyez les 2 plus âgés de nos enfants qu'on a sur le côté. Et sans plus tarder, nous allons voyager dans le temps. Citoyens, citoyennes, vous êtes ici réunis au belvédère qui fut à la Révolution française et un peu après, le domaine du député de la Convention, le riche drapier et commerçant Laurent Lecointre. Je vous demande d'applaudir. Nous sommes le 14 juillet 1805. Ce survivant des périodes troubles se repose dans son parc, en famille, avec sa femme, et son petit-fils prénommé Laurent lui aussi. Jeanne, j'ai horreur des messes basses. Vous parliez de moi? Papy, qu'est-ce que tu es grincheux? Mamie m'expliquait jusqu'où s'étendait le domaine. Très loin, mon petit Laurent. Et nous sommes très riches. Si tu es sage, nous allons grimper à la tour du belvédère et je te montrerai. Monsieur Lecointre, vous êtes bien fatigué. Il est temps de vous reposer. Vous êtes incorrigible. Jeanne Le Sourd, cessez de m'appeler Monsieur Lecointre. Je ne suis pas Robespierre, je ne suis pas un aristocrate déguisé. Donnez-moi du citoyen Lecointre, s'il vous plaît. Bon, d'accord, citoyen grincheux, mais prenez du temps pour vous. Mais oui, viens là, mon ange. Je vais te raconter l'histoire de notre famille. On est de Guigne, c'est ça? Oh que oui. Non, on est de Versailles. J'ai rencontré ta grand-mère
ravissante citoyenne Jeanne-Louise Lecointre, Le Sourd, et nous avons partagé notre vie entre Versailles, Guignes et Paris. Versailles, c'est là où habitait le roi avant la Révolution. Oui. Tu as raison. Écoute, viens près de moi et je vais te raconter l'histoire. Nous faisons un bond dans le passé et nous allons rencontrer maintenant Lecointre qui a rajeuni, il a mis sa veste noire et nous sommes en pleine période de la Révolution française. Ah, Mirabeau, mon ami. Alors, ce Robespierre? Cet homme ira loin en politique. Il croit à tout ce qu'il dit. Moi, il me fait peur. C'est un chat qui a bu du vinaigre. Quand même. Sinon, vous avez de bonnes nouvelles pour moi? Vous êtes l'un des plus illustres marchands de Versailles. Vous serez élu pour représenter le peuple courageux et travailleur. Merci. Je vais siéger à l'Assemblée et j'en serai digne, croyez-moi. Sinon, vous aimez Marat? Quelle horreur! Quel fanatique! Quel ignoble personnage! Ah, Marat! Alors, ce Robespierre? Un passionné, un guide véritable pour nos idées. Très bien. Et votre santé, mon ami? Un bain de temps en temps pour calmer les démangeaisons. Mais je continue la lutte pour un monde épuré de tyrans. Très bien. Sinon, vous avez de bonnes nouvelles pour moi? Vous allez siéger à la Convention pour représenter le peuple opprimé et révolté. Merci. Et Mirabeau? Quelle horreur! Quel hypocrite! Quel ignoble personnage! D'accord. Et Lafayette? Parmi tous les nobles qu'il faudra raccourcir, il y a une place de choix dans la galerie, Lafayette. Laurent Lecointre, riche marchand versaillais, avait beaucoup d'idoles dans tous les camps de la Révolution, on l'aura compris. Si son ambition était à vendre, son cœur, lui, fut vite pris par une jolie dame, Jeanne, Louise, Le Sourd, dont la famille fortunée avait beaucoup de terres sur Guignes. C'est moi. Ils n'ont pas trouvé moi en plus jeune. Pour notre bon et malin Lecointre, comme pour d'autres, 1789 fut un tremplin incontournable. C'est quoi tout ce bruit à la Bastille? Rien, c'est une révolte, non? Hein, mon brave La Rochefoucauld? Sire, c'est une révolution. Eh bien, on est Dans de beaux draps. Des draps? On a parlé de moi? Je suis là. J'étais au serment du jeu de paume. J'ai vu la reine s'empiffrer de meringues et de sorbets quand tout mourait de faim. Mais le monde change. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop moins plus calme. Venez, Louis. Laurent, en bon patriote, hébergez-moi, je dois me cacher. Marat, tu sais que je suis l'ami des journalistes. J'ai bloqué Camille Desmoulins il n'y a pas si longtemps. Allez, viens, passe par là. Mais moi, je suis l'ami du peuple. Mais oui, on a compris. Moi, je suis son serviteur. Allez. Attends, le roi a tenté de fuir en carrosse. C'est la fin de Louis Capet. Nous allons faire le grand nettoyage. Alors, on aura besoin de draps propres partout. Et on en eut effectivement bien besoin. Ce fut le grand tour de la guillotine. La guillotine, vous connaissez, une sensation de vent frais sur la nuque, disait-on. Laurent Lecointre siégea comme député de 1791 à 1795, appelé à toutes les décisions. Oui, mes braves, je vous écoute. Moi, Robespierre, je dis qu'il faut faire un exemple. Être sans pitié pour le roi comme il est sans pitié pour le peuple. Oui, enfin là, faut peut-être pas. Citoyen. Oui, c'est vrai, un référendum ou l'exil. Pas question. Un exemple. Oui, je vote. La mort du roi, qu'on lui coupe la tête. Vous êtes qui? Tiens, Lecointre, je vais prendre un bain.
Bonjour, vous êtes qui? Jean Corday. Puis tout s'accéléra. Marat fut assassiné dans sa baignoire. Aïe! Voilà. Qu'on la fasse entrer. J'étais venue pour une manicure, j'ai glissé. Qu'on lui coupe la tête. T'as suivi la tête. Aïe! T'as mis la tête. Jette-nous la tête. Jette. Hop. Hop. Tiens. La reine. J'écoute. La reine. Bon, ça va. Bon, ça va. J'ai mis la tête. Ton nom, citoyen? Marie-Antoinette de... Qu'on lui coupe la tête. Ça va, j'ai pas compris. Tiens, mon gars. Bah, pourquoi? La tête, elle est encore là. Et puis il y eut des moulins. Danton. La terreur était partout et pour tous. Et ce qui devait arriver arriva. Foutez la tête dans les mains. La tête, s'il vous plaît. Ce qui devait arriver arriva, même à Robespierre. Ton nom, citoyen? Maximilien Robespierre. À bas le tyran, qu'on lui coupe la tête. Et là, tu donnes la tête à le coin. Aïe, ça fait mal, la vache! C'est pas là, le coin. Vous rentrez tous les 6. Trois de chaque côté. C'est parti. Citoyen, quel est ton nom? Laurent Lecointre, né le 1er février 1742 à Versailles. J'ai commandé un bataillon de la garde nationale. J'ai été député de la Convention. C'est-à-dire? Oui, j'étais représentant en mission pour le gouvernement dans la Manche. C'est bon. Et t'es bien? Pas grand-chose. C'est-à-dire? Une simple maison à Paris. Mais encore? Une modeste propriété à Versailles. Et? Une bien humble demeure à Guignes. Avec un belvédère. Que l'on appelle Château Lecointre. Et des jardins à la française. Ah bon? On dit ça? Je ne savais pas. Je vous la rends? Effectivement, notre bon Lecointre a survécu. Mais il fut emprisonné au Mont-Saint-Michel, allez-y, 6 mois, dans des conditions très difficiles. Enfin presque. Alors, comme ça, vous avez connu Marat. Eh oui, Un peu de vin? c'est pas de refus. Et Robespierre? Eh oui, Un autographe? mais oui, belote et rebelote. De retour à Paris, il assista à la prise du pouvoir de Napoléon Bonaparte. Bon, qui vote contre moi? Moi, je ne veux pas d'un autre tyran. Eh bien, qu'on l'exile loin d'ici. Et grâce à son ami Fouché, l'exil prit le nom de Guignes pour Lecointre. Ayant racheté une auberge relais de poste, appelée jadis l'écu royaliste, il la rebaptisa au franc républicain et y fit vivre toute sa famille. Revenons en 1805. Et voilà. Allez, viens, Laurent. On va aller se balader près du rue de l'Avent et je vais t'apprendre à pêcher. Oui, papy. Oui, citoyen. Oui, papy, citoyen. Et n'oublie pas, ce soir, c'est la fête du 14 juillet. Mon bonhomme, comment veux-tu que j'oublie la Révolution avec tout ce qu'elle m'a fait vivre? Ça, c'est bien vrai. J'ai vécu des aventures rocambolesques avec ton grand-père. Et nous sommes toujours là, Jeanne-Louis. Allez,
Les poissons n'attendent pas. Viens, mon petit Laurent. À 63 ans, Laurent Lecointre s'éteignit à Guignes le 4 août 1805. On dit le Terminator de l'an 13. Thermidor de l'an 13. Et il était assez âgé de l'autre côté. Pardon, on dit effectivement le 16 Thermidor de l'an 13. Je prie de vouloir m'excuser. Il fut enterré dans sa propriété du Belvédère où vous pouvez voir sa stèle. Elle est juste derrière les petits buissons qui sont là, derrière les voitures. Il y a encore sa stèle. Sa dépouille, elle, repose actuellement au cimetière de Guignes. Je demande à tous les comédiens de venir saluer. Il nous manque Charlotte Corday. Allez, 1, 2, donc cette scénette avec le passage du jeu de tête, on peut améliorer, hein. On est en pleine Coupe du Monde de rugby, il faut travailler la passe. Mais le décalage, la fixation, ça commence à venir. Programme pour vous, repos, détente. Vous revenez ici tout à l'heure à 14h30 pour jouer à 15h. Je vous rappelle qu'il y a des démonstrations de tir à l'arc également, près de Vitry là-bas. On va enchaîner tranquillement avec le cheval. Tout va bien, Général Kellerman? Très bien. Il y aura un petit changement de Napoléon, parce qu'il ne peut pas faire Schoenberg, Napoléon, puis tout. Des fois, il faut qu'il se repose, il prend un petit peu cher. Je vous remercie de votre attention. On revient cet après-midi où vous refaire la même scène avec des soins améliorés dans la transmission de tête. Bonne matinée. Quelle voie de sortir là. Ça va, Gérard? Monsieur, on va vous enlever les pieds. Vous allez pouvoir descendre de cheval. Merci, général. Valérie, est-ce qu'elle est là? Je vais aller lui donner du foin et de l'eau fraîche pour qu'il soit prêt pour demain. Vous avez fait un beau voyage, sire? Très bien. Il fait beau aujourd'hui. Oui, on voit ça. Ah oui, merci. Toujours fidèle. J'aimerais vous voir pour la dernière. À Guignes, bah oui. 2000 en décembre. Ah oui, oui, c'est pas loupé ça. Là, j'entends deux soirs, mais j'essaie de revoir Ludivine. Molière à Robespierre. Ludivine. Non, il m'a dit. Allez, on va attaquer la troisième partie des scénettes qui contribuent à fêter le week-end et la semaine du patrimoine européen. Ça tombe bien, quand on est avec Napoléon, on est tout de suite avec une notion européenne. Il a un peu voyagé partout, d'Égypte jusqu'en Russie. Le principe des fêtes du patrimoine pour Guignes, vous avez l'église que vous pouvez visiter, qui est commentée. Vous avez juste au-dessus, sur la place, l'exposition avec des peintures, des sculptures et la vente du petit livre si vous avez envie de garder un souvenir. Pour nous, Plus en Scène, l'association de théâtre de la commune, on vient ici toute la journée vous présenter 2 fois par jour des scénettes qui racontent l'histoire de notre commune. C'est une version romancée, c'est une version où on intègre dedans 40 comédiens, des petits, des moyens, des enfants, des grands. Là, c'est des très grands enfants, je crois. Vous voyez le chirurgien Larrey, là-bas, il y a longtemps qu'il a redoublé sa 5e. Donc, nous avons joué ce matin à Vitry à 10h et on sera à nouveau à Vitry à 14h. Nous venons de terminer sur la Révolution française et Guignes au Belvédère et vous pourrez les retrouver si vous le souhaitez à 15h. Et aujourd'hui, nous allons attaquer maintenant la campagne de France de Napoléon
On aura le plaisir de rejouer aussi à 16h tout à l'heure, si vous voulez revenir avec des amis, etc. Quelques présentations, puisque Napoléon est arrivé à cheval. Je tiens à remercier Mélanie et ses amis. Mélanie qui nous fera le général Kellerman aujourd'hui. Allez, on attaque. 16 février 1814. Napoléon Ier a 44 ans. Après 2 années difficiles de recul en Russie puis en Allemagne, l'empereur voit pour la première fois de son règne les troupes coalisées, supérieures en nombre, pénétrer sur le sol français. Le Rhin est franchi en janvier. Murat vient de rallier l'ennemi. La guerre fait rage sur toutes les frontières et de la Marne à la Seine, il faut repousser l'envahisseur et protéger Paris. C'est la campagne de France. Constant, Oui, sire. lisez que je m'écoute. Mon ami, j'ai reçu ta lettre de ce matin à 10h. J'ai vu avec plaisir que ta santé était bonne et que tu étais contente de ton fils. Donne-lui un baiser de ma part. Je pense te donner de bonnes nouvelles demain. Ma santé est fort bonne. Adieu, ma bonne Louise. Tout à toi, Napoléon. Très bien. Allez voir où nous pourrons loger. Sire, le dernier rapport fait état... Cela suffit. Il nous fallait quitter La Ferté de toute urgence. Nous avons mis l'armée de Silésie hors de combat. Notre place est ici à présent. Il faut sauver Paris. Blücher est à notre portée, sire. Oui, mais cet ivrogne fanatique ne paie rien pour attendre. La situation au niveau de la Marne est sous contrôle. Kellerman? Le duc de Ragus surveille Jalon. Le général Vincent est à Château-Thierry et Grouchy garde La Ferté-sous-Joie. Et le duc de Trévise s'est placé en avant également. 30 lieues en 2 jours. Ce sont vos jambes qui ne vous portent plus, MacDonald? Nous étions à Montmirail hier. Et nous dormirons à Guignes cette nuit, que cela plaise ou non. Schwarzenberg approche de Paris. Le diable n'y est pas encore. Il est à Montreux. Oudinot, Victor? Oui, sire. Oui, sire. Je vous félicite pour avoir tenu jusqu'à notre arrivée. Mais vos hommes ne sont pas encore quittes de l'ennemi. Demain sera un jour de gloire pour nos armées. Bien, votre Altesse. Nous gardons Chaumont en alerte. Et Pajol est à Évry-les-Châteaux avec 7000 hommes. Alix est à Réau avec 2000 hommes et 8 canons. Les hommes sont galvanisés pour votre arrivée, sire. En attendant, qu'ils mangent et se reposent. Vous êtes à Ozur-le-Voulgy, c'est ça? Oui, votre Excellence. Bien. Alors, MacDonald, où en sont nos propres ravitaillements? Et où poserons-nous nos corps fatigués? Citoyenne de terre, approchez. Je vous présente la citoyenne notaire, patronne du Saint-Barbe, l'auberge où j'ai déjà fait porter vos affaires, sire. Il me souvient qu'un citoyen Lepointre siégeait en votre commune, non? Il est 6 pieds sous terre depuis presque 10 ans, votre Altesse. Même si c'était mon beau-frère, on l'aimait pas trop par ici. Oui. Oui, je me souviens. Un drapier étonnant qui a survécu à tout, y compris à mes colères. Bon, ce soir, nous dormirons à vos murs. J'ai mis des draps neufs et tout l'étage est déjà chauffé. Bien. Et votre époux? Jean Urbain est sur Paris, votre Excellence. Qu'il se rassure. Paris ne tombera pas. Bien, je veillerai à ce que l'on ne vous oublie pas. En attendant, apportez-nous à boire. Nous allons parler un peu avec mes généraux, puis nous regagnerons votre palais. Joséphine? Constant, Oui, sire. apportez la carte, s'il vous plaît.
écoutons, sire. L'armée de Bohême est divisée en 3 colonnes. Wittgenstein à droite, Württemberg à gauche et Wrede au centre. Nous allons les diviser, les pourchasser et les mettre en pièces. Vive l'empereur! Nous avons environ 47 000 hommes, sire. Mais il y a beaucoup de Marie-Louise, votre Altesse. Et alors, diantre? Ils ont le cœur farouche et le bras puissant. C'est l'avenir de la France. L'êtes-vous, Victor? Sire, la garde impériale est presque au complet. Bien. Kellermann, vous serez avec Excelmans et Pajol aux ordres de la cavalerie. Vous vous positionnerez ainsi. Là et là encore. Mormant, Nangy et après. Nous filerons sur Montreux. Il faut couper leurs troupes. Ils nous croient encore à Montmirail. Tout est clair pour vous, messieurs? Oui, sire. Alors levez 5 heures pour tous, mise en route à 6 heures. Bien, votre Excellence. Sire, voici 2 braves soldats qui se sont illustrés hier sur le champ de bataille. Pierre Chevet, matricule 1208, 1er régiment des grenadiers. Je suis né à Sedan le 17 mars 1791. Je suis cultivateur, sire. Je veux que le fils d'un cultivateur puisse se dire « Je serai un jour cardinal, maréchal de France ou ministre ». Pierre Désiré Caron, matricule 447, 1er régiment des éclaireurs, attaché au régiment des grenadiers à cheval. Je suis né le 16 février, excusez-moi, mon cher empereur, 1795, à Plessis-Feu-au-Sou. Je souhaite servir l'Empire jusqu'à ma mort. Tu manies bien le fusil, à ce qu'on m'a dit. J'ai coutume de dire, le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche. Mais demain, messieurs, mes soldats, mes proches, mes fidèles, j'aurai besoin des deux. Marcher sur l'ennemi et le terrasser. Vive l'empereur! Constant, Oui, sire. qu'on me prépare un vin et une bouteille de Gevrey Chambertin pour le dîner. MacDonald. MacDonald. Oui, votre Altesse. MacDonald, nous dînerons ensemble. Vous regagnerez votre quartier général de Solaire après. Bien entendu, sire. Ah, Constant. Oui. N'oublie pas l'autre colonne pour mes frictions. Pas comme la dernière fois. Elle est déjà dans votre chambre. Bien. Alors, messieurs, dames, je vous laisse à vos campements. Madame Notaire n'attend pas. Que la nuit sur Guigne vous soit paisible. Demain, nous apprendrons la marche arrière aux Russes. « 17 février à 6 heures du matin. Les soldats français sont prêts pour l'offensive. La nuit a été froide et courte. Les jeunes conscrits, un peu hagards, regardent vers l'est pour se donner du courage. Le soleil qui tarde à se lever sera peut-être celui d'Austerlitz. Les vieux grognards, eux, boivent une fois de plus pour se donner de l'allant. Certains ont tout connu, mais à présent l'ennemi est tout proche sur la route de Mormant. Tous se mettront en route selon les plans minutieux de l'empereur des Français. Kellermann, Oui, votre Excellence. vous serez avec Excelmans et Milo. Vous porterez vos cavaliers ici et là, Et les dragons de Tréliard. légèrement vers le sud, près des bois. Bien vous voyez?
Bien compris, mon excellence? Oudinot, je sais que les hommes sont épuisés. Mais il va nous falloir encore quelques sacrifices pour chasser l'ennemi de notre sol. Boyer et Rothenbourg contrôlent le château et la route de Vernouillet. Bien. Et nous placerons l'artillerie de Drouot à la sortie de Guignes. Mais que savons-nous des positions de Palaine en face de nous? Les blouses bleues ont bien travaillé. Les Russes sont ici. Et nous allons leur botter les fesses. Et vous, sire? Vous serez où? Juste ici. Je vais superviser la bataille du sommet du clocher. Messieurs, en position. Pour la France et l'Empire. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Oui, sire. Je viens de soigner ce malade, ce paysan. Il a des choses à vous dire. Il m'a pris pour vous, votre excellence. L'arrêt. Ce n'est ni le premier ni le dernier qui fera cette confusion. Vous le savez très bien. Je t'écoute. Je me nomme Julien et je suis paysan tout près du marais d'Anker. Il a beaucoup plu. J'ai vu les Prussiens et j'ai vu les Russes. Ils ne dorment plus depuis 4 jours. Avec Nicolas, le maréchal Ferrand, on en a crevé 5 depuis 1 semaine, dont un qui avait du grade. Près d'Anker, tu dis? Sûr. Ces salauds sont installés là. Ils ont tout pillé. Et puis d'autres saloperies encore. Que t'est-il arrivé? J'ai passé le goût à un cosaque d'abuser de nos femmes. Il pourrit dans l'eau à l'heure qu'il est. Merci, mon brave. Crois-moi, nous en enverrons encore un grand nombre au fond des étangs. Tu peux disposer. L'arrêt? Oui, sire. Ton avis? J'ai soigné bien des paysans dont le sarrau bleu était couvert du sang de nos ennemis. Et ce Julien? Il gardera son bras. Quelques asticots sur la plaie, et dans 1 ou 2 semaines, il repartira comme neuf. Ah. Si j'avais pu organiser ces paysans armés. Enfin. L'arrêt, vous montez avec moi au clocher? Une autre fois, mon excellence. Je dois soigner 2 jeunes soldats qui se sont bien nés, qui se sont mutilés le bras avec leurs baïonnettes. Il faut vouloir vivre et savoir mourir. Tout est là. Napoléon, insatisfait de sa vue du clocher, de retour du belvédère où il a finalement mieux suivi l'engagement des troupes, s'enquiert de leur progression. Je vous écoute, MacDonald. Les 8000 Russes musculés par Victor se sont repliés sur Mormant. Seront bientôt à nous, sire. Oui. Oui, j'ai bien vu. Drouot a fait tonner les canons sur l'ennemi. Et leur infanterie s'est débandée. Quid de notre cavalerie? Comme Victor a réussi sa percée dans Mormant, en prenant moult prisonniers, la cavalerie de Pirée et les dragons de Treillard ont pris, bousculé à revers, les lanciers russes. Comment a réagi Palaine en face? Il a formé 2 carrés. Kellerman et Milo ont enfoncé le premier. L'autre, comme vous l'aviez prédit, s'est replié dans les marais d'Anker, où les brigades Ismer et Ludo les traquent sans relâche. Oui. J'ai cru apercevoir foison de fuyards à l'horizon. Les dragons d'Espagne les sabrent jusqu'à Maison-Rouge. Pirée est déjà sur Nangy. Et Udo, Dagou se plaignent des ravitaillements. Dites-lui que le pain de Paris arrive. Et ce soir,
Les corbeaux boufferont du russe dans la plaine. Vive l'empereur! Constant, Oui, votre Excellence. articulez bien. Ma bonne Louise, je t'ai fait écrire 2 fois sur le champ de bataille pour te donner de bonnes nouvelles. J'ai fait 6000 prisonniers russes. J'ai défait le corps de Wittgenstein, lui ai pris 15 pièces de canon, 50 caissons d'artillerie. Plusieurs généraux sont pris. Mes troupes suivent l'ennemi dans la direction de Montreux, de Provins et de Bray. Ce soir, toute la grande armée ennemie aura repassé la Seine fort en désordre. Adieu ma bonne amie, un baiser à mon fils. Je t'ai fait dire de faire tirer 30 coups de canon. Napoléon. Très bien. Ça ira. Que l'estafette parte immédiatement. Constant, un autre café et nous y allons. Sire, Madame Notaire est là. Fais-la entrer. Votre Excellence a bien dormi? Je dors très peu. Mais j'ai apprécié de dormir au sein de Barbe. Et le repas d'hier? Vous avez soupé rapidement. Omelette, pommes de terre, lentilles. Que demander de plus à un homme qui a besoin de force? Point de poulet maringot ni de côtelettes Rivoli. J'ai le corps frais et la tête claire. Constant a aménagé les restes pour ce midi, d'ailleurs. Constant? Oui? Dédommagez Madame Notaire comme il se doit. Ah, vous avez mes réglisses? Bien entendu, sire. Alors, Madame Notaire, nous allons vous laisser. Ce soir, je dormirai à Nangy. Napoléon dormit en effet le 17 février 1814 à Nangy, au lieu-dit La Baraque. Avant de prendre la route de Montreux, une terrible bataille lui offrit la victoire et la route de Troyes. Sur les hauteurs de Surville, l'empereur ajouta: Ne craignez rien, mes amis. Le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. Mais cette guerre de poursuite entre l'Aisne et la Seine n'empêcha pas les forces étrangères de déborder les vaillantes troupes françaises et de pénétrer dans Paris le 30 mars 1814. L'empereur abdiqua le 4 avril et fit ses adieux déchirants au château de Fontainebleau le 11. Le 4 mai, il partit en exil sur l'île d'Elbe. Cela ne dura que 6 mois, car le 1er mars 1815, Napoléon débarqua au golfe Juan pour son grand retour sur le sol de France. Les 100 jours marquèrent le vol de l'aigle et la quête éternelle vers la gloire et le pouvoir. Tout s'acheva dramatiquement sur la plaine de Waterloo. Sainte-Hélène fut sa dernière maison, dès le mois d'octobre 1815. Mais ceci est une autre histoire. Quelques tout petits remerciements avant qu'on fasse une brève pause et de rattaquer sur Vitry. Vraiment un grand merci. Si vous avez eu Napoléon à cheval, c'est parce qu'on peut remercier Mélanie. Merci. Et Vincent. L'espoir de notre histoire. Alors à cheval, c'est comment? Ça va. Et puis après, c'est une petite pensée parce que je crois que M. Barachin est là et il saura de qui je parle. Je pense beaucoup à M. Julien. Parce que si on arrive aujourd'hui à vous présenter ça, c'est parce que j'ai eu la chance au cabinet, et Gérard le connaît bien aussi, de recevoir plusieurs fois M. et Mme Julien. Et je me souviens de cet ouvrage qu'il avait travaillé avec vous, qu'il nous avait présenté et qui m'avait passionné sur l'histoire de Guy. Je me suis dit, si un jour on a le courage, l'audace, d'être entouré par d'excellents comédiens, alors on essaiera. Donc aujourd'hui, je pense à lui. La journée n'est pas finie. Vous pouvez vous balader, emmener vos amis. Cet après-midi, je vous rappelle, 14h Vitry, 15h le Belvédère, 16h on revient là, toujours avec Espoir de Motis.
Vous avez l'expo qui est là-haut. Michel, au fond, vous dira que le lavoir est toujours ouvert. On va le rouvrir à 14h. Et je ne sais pas si l'église se visite encore ou c'était que ce matin. Non, c'est cet après-midi aussi. Et cet après-midi, vous pourrez être là. Bon appétit et à tout à l'heure. Ciao.